C'est toujours les mêmes, donc vous devez bien avoir une idée. Laurent Nunez dit que ce sont toujours les mêmes qui cassent la mort de Naël, c'est... Si c'est juste pour reconnaître symboliquement l'État de Palestine, ça va pas beaucoup aider les Palestiniens. Si vous voulez. La preuve, c'est que tous ceux qui veulent continuer les massacres à Gaza sont contre la reconnaissance. Frère, c'est pas un terme républicain. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même. Bonjour à tous. Une fois de plus, on plonge ensemble dans les sujets brûlants de l'actualité politique. Cette semaine, certains plateaux télé ont franchement touché le fond. Entre CNews qui tord la réalité autour du champion mon frère de Macron, BFM qui insiste pour qu'Alain Bauer désigne la banlieue comme coupable, et l'extrême droite qui réclame de la fermeté, sauf quand ça la concerne, on atteint des sommets de la mauvaise foi. Et comme si cela ne suffisait pas, vous verrez un moment glaçant sur Gaza. Un quiz gênant, presque inhumain pour relativiser les morts. Mais restez bien jusqu'au bout, on écoutera Ségolène Royal qui ose porter une voix différente sur la Palestine. Installez-vous, on va tout décortiquer ensemble. Si vous aimez les analyses sans filtre, sans langue de bois, argumentées et percutantes, vous êtes clairement au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est gratuit, ça m'aide énormément et surtout, vous ne raterez plus aucune vidéo. Allez, on y va. On commence avec cette séquence hallucinante sur CNews. Selon ce texte-ministre, comme Macron dit « champion mon frère » pour féliciter le PSG, ce n'est pas juste une formule, non, ce serait en réalité un signal envoyé à la Oumma, la communauté musulmane mondiale. Ce que vous allez voir est un cas d'école, des informations en prime time, sur une chaîne qui se prétend d'infos en continu. En France, on a clairement un lien entre les populations immigrées et le foot, ça c'est clair. Au tel point d'ailleurs que le président de la République lui-même l'a dit en disant « champion frère ». Oui. Frère, c'est pas un terme républicain. Républicain, c'est citoyen. Frère, c'est un terme de l'Oumma musulmane où on appelle l'autre frère ou sœur. J'ai été franchement très choqué par l'utilisation de ce mot par le président lui-même qui donc envoie un signal à cette population autour du football. Franchement, rien ne va dans cette vidéo. D'abord, insinuer que le foot n'intéresserait en majorité que les populations immigrées, c'est factuellement faux. Le foot, c'est le sport le plus populaire en France, dans toutes les classes sociales. Ensuite, prétendre que le mot frère ne serait pas républicain, on marche sur la tête là. On dirait qu'il tord la réalité pour la faire rentrer dans un narratif basé sur des obsessions identitaires mal déguisées. C'est quoi le rapport entre immigrés, foot, le mot frère et la Oumma? C'est un enchaînement sans queue ni tête. Si on suit son analyse, tous les immigrés seraient des musulmans, fans de foot, qui menaceraient la République. Sérieusement? Des immigrés chrétiens ou athées, fans de basketball, ça n'existe pas? C'est indigent. Et je caricature à peine. Franchement, le niveau est affligeant pour un ancien ministre. Et le plus absurde, c'est que l'expression « champion mon frère » vient à la base d'un ancien joueur du PSG. Voilà le contexte réel. Regardez. Champion mon frère! Champion mon frère! Ah, ça fait plaisir de voir que ça reste jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était très... C'était très naturel. Mamadou Sakho, quand il était en train de faire les vidéos après les titres, et frère, c'était, je pense, les premiers mots que j'ai appris là-bas. C'était naturel, j'ai dit champion mon frère. Et ça restait, c'est incroyable ça. Franchement, que peut-on dire après ça? Comment des journalistes peuvent-ils laisser dire des choses pareilles en direct à la télé? Cette chaîne ne fait pas de l'information. Pourquoi conserve-t-elle son canal TNT, payé par nos impôts? C'est une vraie question à se poser dès à présent. Et pendant que cet ancien ministre se ridiculise tout seul sur CNews, BFM de son côté tente une autre manœuvre, pousser Alain Bauer à dire ce qu'il ne veut pas dire. Est-ce qu'il va céder à la pression? Regardez. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le profil des casseurs et des pillards, puisque donc plusieurs milliers, dit-il, qui sont venus à Paris. Ils viennent d'où déjà? Ce sont des Parisiens, ils viennent de l'extérieur, ce sont des jeunes, pas des jeunes, politisés, pas politisés? Personne n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas encore de descriptif qui ne pourra avoir lieu que mais il dit que c'est toujours les mêmes, donc vous devez bien avoir une idée. Ah, toujours les mêmes par rapport au passé, oui. Par rapport à hier, non. Donc il faut toujours être précis. Hier, je ne sais pas. Et on le saura dans ceux qui passeront devant les tribunaux, qui feront l'objet d'un descriptif
de tous vos journalistes qui expliquent qui est passé devant le tribunal et qui montrent en général que ce n'est pas ceux auxquels on pense, parce qu'il y a à la fois des jeunes gens bien sous tout rapport entraînés par le mouvement de foule, ça arrive, on l'a vu dans des casses nombreuses précédentes, notamment durant la période des Gilets jaunes, qui était une population tout à fait différente. On a des populations de casseurs très politisés, c'est-à-dire qui ont vocation à lutter contre le capitalisme, le libéralisme, et puis de purs voleurs et de purs casseurs opportunistes qui viennent là pour piller et par appât du gain ou par effet d'aubaine. Les mêmes potentiellement que pendant les émeutes qu'on avait vues il y a quelques mois ou années de ça? Alors ça dépend quelles émeutes. Les émeutes après la mort de Naël, puisque Laurent Nunez dit que ce sont toujours les mêmes qui cassent et pillent. Non, la mort de Naël, c'était très particulier. C'était des émeutes TikTok extraordinairement puissantes, mais sur une journée et demie. La plupart des violences dites urbaines, c'est 4 jours, 3 nuits, 3 jours, 4 nuits. C'est des populations un peu différentes, plutôt banlieue. Là, on a des éléments qui sont plutôt diversifiés, qui se sont répandus sur tout le territoire. Donc chaque fois, on fait une analyse très fine. Vous avez vu comment les journalistes essaient d'orienter la réponse de leur invité? La fameuse phrase « ce sont toujours les mêmes ». Mais ça veut dire quoi exactement? On juge à l'apparence, on classe les gens dans une case imaginaire et on tire des conclusions. C'est flou, c'est insidieux, mais le sous-texte est là. Et plutôt que de l'assumer, ils préfèrent faire dire ça à Alain Bauer. Sauf que lui ne tombe pas dans le panneau, parce que la réalité est bien plus complexe que les clichés qu'on veut lui faire répéter. Quand il y a des débordements dans une foule surexcitée, il peut y avoir plusieurs profils, des profils très variés. Il suffit de consulter les procès-verbaux ou les articles des journalistes présents aux audiences. Mais à la télé, on préfère faire simple. On fabrique un stéréotype, un profil unique à qui on donne un nom, les jeunes de banlieue. Mais alors, pendant les Gilets jaunes, c'était toujours les mêmes. Les manifs d'agriculteurs, c'était toujours les mêmes. Les actions écolo contre les méga-bassines, c'était toujours les mêmes. Les Black Blocs, qu'on voit surgir puis disparaître, c'était toujours les mêmes. Soyons sérieux. Et que les journalistes fassent leur travail au lieu de répéter sans recul les éléments de langage d'un préfet, celui-là même qui laisse défiler dans Paris des groupuscules d'extrême droite comme le comité du 9 mai. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais j'ai du mal à croire que ce fiasco soit uniquement la faute des jeunes. J'y vois plutôt un maintien de l'ordre raté, une stratégie mal calibrée, un problème de gestion à la source. Dans une démocratie digne de ce nom, on pointerait du doigt ces défaillances. On demanderait des comptes à ceux qui sont censés protéger et encadrer, pas aux mêmes boucs émissaires habituels. Non, ce ne sont pas toujours les mêmes. On reste dans le même thème, et là, accrochez-vous. Ce que vous allez entendre est assez sidérant. Jean-Marc Morandini et Julien Audoul proposent tout simplement de supprimer le sursis. Oui, vous avez bien entendu. Regardez cette séquence, et surtout serrez les dents, parce qu'on va tout déconstruire juste après leurs élucubrations. Est-ce qu'on supprime le sursis, Fadila Meal, dans certains cas? Je pense qu'il faut étudier cette question de façon très, très... Moi, personnellement, j'y suis favorable, mais voilà, attention, pour quelles infractions? Oui, c'est ça, il va falloir définir. Voilà, si le mec il a fait un détournement de fond de sa boîte en AVF, moi je pense que c'est on va pas lui foutre en prison systématiquement. Quand on attaque les policiers, quand on attaque les gendarmes, quand on attaque les instituteurs, voilà. Mais la question qui se pose, Jean-Marc, et je vais la poser à Julien Audoul, puisque si un jour il vous arrive de gérer ce pays, et je vous le souhaite à la limite, pourquoi pas, comment on fait concrètement pour mettre ces centaines, voire ces milliers de personnes en prison? Où est-ce qu'on les met? Comment on fait? On construit. Moi, je pense. Ah bah oui, mais on attend ça depuis 10 ans. Bon, déjà, on le demande depuis des années. C'est très bien si ça arrive. J'en doute personnellement, puisqu'on voit bien que le gouvernement essaye de reprendre les propositions du Rassemblement national pour ne pas les appliquer. Concernant le sursis, effectivement, moi je le redis, c'est un permis de récidive. Il faut que ce sursis disparaisse, notamment pour les atteintes à l'intégrité physique. Petit résumé de ce qu'on vient de voir. Nous avons donc Jean-Marc Morandini, condamné définitivement pour des faits très graves, qui discute tranquillement justice et fermeté avec Julien Audoul, lui-même condamné en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Tout ça sous le regard bienveillant de Bruno Pomar, ancien policier, qui se présente comme un homme d'honneur, une belle brochette. Et tous veulent supprimer le sursis. Mais pas pour tout le monde, uniquement dans certains cas. Vous voyez venir le sous-texte? On parle de jeunes, souvent issus de quartiers populaires, qui participent à des mouvements de révolte. Voilà leur véritable cible. Mais pourquoi ne pas supprimer le sursis pour tout le monde, messieurs les experts improvisés du droit? Si ce principe n'existait pas, ce présentateur condamné ne serait pas confortablement assis sur ce plateau à donner des leçons de morale. Il serait en train de purger sa peine. Point. Ce genre de proposition semble délirante, mais elle participe au glissement insidieux des normes dans l'opinion publique.
On déplace la fenêtre d'Overton et on rend acceptable l'inacceptable, petit à petit. Franchement, c'est désespérant. Maintenant, place à Mathilde Panot, qui recadre avec justesse le quiz de la honte proposé par Barbara Lefebvre. Un moment surréaliste, survenu lors de ce fameux dîner en soutien inconditionnel à ce qu'on appelle, non sans ironie, l'armée la plus morale du monde. Je vous préviens, certaines séquences de la vidéo suivante pourraient être choquantes. Mais c'est précisément pour ça qu'on va les décortiquer ensemble tout de suite après, les remettre dans leur contexte et surtout les dénoncer. Regardez. Nous avons honte quand nous voyons que dans notre propre pays, un gala de jeunesse a été organisé la semaine dernière, le 27 mai, sur le territoire français par l'association Diaspora Défense et Force, avec un quiz qui donne la nausée. Je vous donne un exemple. Question qui était posée sous les rires-hilars de tout le monde. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 55% sont des civils, cela fait combien de Gazaouis qui sont morts? 10,5%, 24,6%, 1,3% ou 5,5%? Quel est le bon chiffre? Voilà par exemple les questions qui étaient posées avec une animation par Barbara Lefebvre, qui, je le rappelle, s'est notamment fait connaître en appelant sur RMC à vider la bande de Gaza de ses habitants, à la transformer en zone vierge en disant que personne n'était innocent à Gaza, et la présence de Bernard-Henri Lévy, de Enrico Macias, de Laurence Ferrari, de Franz-Olivier Gisbert, de l'animateur Arthur et de beaucoup d'autres. Et je rappelle que la députée Caroline Yadan, mais aussi Astrid Panosyan-Bouvet, avant d'être ministre du Travail, avait participé à des conférences organisées par cette même association. Et je le dis ici, il est inacceptable, d'autant plus à un moment où tant de voix s'élèvent pour dénoncer le génocide et la famine en cours à Gaza, il est inacceptable que de tels événements qui font l'apologie de crimes contre l'humanité et l'apologie du terrorisme puissent se tenir en France. Comment peut-on laisser passer ça en France? Imaginez un instant qu'un quiz similaire soit organisé, mais sur une autre tragédie historique du XXe siècle. Disons, une tragédie qui a débuté en fin des années 30 par exemple. On crierait, à juste titre, au scandale et les organisateurs seraient poursuivis sur le champ. Mais là, silence radio. Il y a un mot qu'on oublie trop souvent dans le débat public. L'empathie. Se mettre à la place des autres. Ressentir ce qu'ils ressentent. Et quand on regarde cette séquence, on se rend compte que l'empathie était restée à la porte de ce gala. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'une collecte de fonds aurait été lancée pendant cet événement pour étendre ce quiz dans les écoles françaises. Oui, vous avez bien entendu. Et moi je m'interroge, sur quoi cette association s'appuie-t-elle pour être aussi certaine que ça passera? Quand on pense qu'une simple minute de silence pour les civils tués à Gaza a valu une suspension à une enseignante, au nom du droit de réserve. Mais alors, où est le droit de réserve de Barbara Lefebvre? Où est le droit de réserve de Kevin Bossuet? Deux enseignants qu'on retrouve chaque semaine à diffuser leurs opinions radicalisées sur des plateaux de TV, souvent en prime time. Pourquoi ne sont-ils pas suspendus? Tout ça ressemble de plus en plus à un deux poids, deux mesures. Et ça devient franchement étouffant. Pour terminer, parlons à nouveau de Ségolène Royal. Honnêtement, en ce moment, elle est impeccable à chacune de ses prises de parole. Écoutez ce qu'elle dit sur la reconnaissance de l'État palestinien. Pourquoi un jour ça n'arriverait pas à la France, finalement, si on n'est pas capable d'obtenir un cessez-le-feu si près de nous et d'arrêter ces massacres épouvantables, alors dire bah oui ça servirait à rien donc on le fait pas. Mais c'est insupportable de dire ah bah oui en fait, ça servirait à rien donc on ne reconnaît. Il faut se poser la question de l'utilité de la parole publique. Si c'est juste pour reconnaître symboliquement l'État de Palestine, ça va pas beaucoup aider les Palestiniens si vous voulez. La preuve, c'est que tous ceux qui veulent continuer les massacres à Gaza sont contre la reconnaissance. Et tous ceux qui veulent continuer les massacres sur Gaza. Il y a un élan, qui a un vent de paix qui a soufflé sur. Faut pas être cynique comme ça. Faut pas être. Ce serait pas un moyen de faire pression ou pas? Il y a d'autres moyens de faire pression sur Netanyahou et c'est ce qu'on commence à faire avec des sanctions économiques essentiellement. Vous savez, la question des symboles et de la morale, c'est quelque chose de très important. Alors, selon ce journaliste, reconnaître l'État de Palestine ne servirait à rien. Mais si ça ne sert à rien, pourquoi s'y opposer avec autant d'ardeur? C'est étrange. Tous ceux qui jugent cet acte inutile sont aussi, par hasard, les soutiens les plus inconditionnels. Curieux, non? Ségolène Royal a raison. La majorité des pays du monde reconnaissent déjà l'État de Palestine. La France s'honorerait à rejoindre ce mouvement. Reconnaître un État, c'est donner une légitimité à des dirigeants élus. C'est ouvrir un véritable canal politique. Et quand il y a des interlocuteurs avec un mandat démocratique, on sort de la logique de chaos perpétuel.
C'est aussi ce qui permet d'éviter des tragédies comme celle du 7 octobre ou le drame humanitaire en cours. Mais étonnamment, ceux qui s'y opposent sont aussi ceux qui se disent favorables à la fameuse solution à 2 États. Une solution qui devient de plus en plus théorique, voire fantaisiste, quand on regarde ce qu'il se passe à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée. Alors oui, tout ça ressemble à une immense hypocrisie destinée à gagner du temps. Un temps précieux pour que certains dirigeants puissent poursuivre leur projet politique de colonisation. Un projet avec des bases messianiques, dangereux et incompatible avec toute idée de paix durable dans la région. L'avenir tranchera, mais ce qu'on voit aujourd'hui est glaçant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as trouvé la vidéo utile, instructive ou au moins éclairante. Et si c'est le cas, partage aussi ton propre éclairage. Dis-moi ce que tu en as pensé, ce qui t'a surpris, interpellé ou même dérangé. Ouvre le débat. Je lis les commentaires et je prends le temps d'y répondre avec plaisir. Après tout ce qu'on vient de voir et entendre, tu penses qu'on peut encore garder espoir ou qu'on fonce les yeux fermés dans le mur? Franchement, la question mérite d'être posée. Like la vidéo, commente, pose ton mot, dans le respect évidemment, c'est bon pour le référencement et ça fait vivre la chaîne. On se retrouve très vite, à bientôt dans un prochain épisode. Like la vidéo, commente, pose ton mot, yo. Sois sage, même si t'as le seum, ouais, c'est la chaîne du sage.